Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Ici il pleut, il fait froid, l'été a pourtant commencé normalement. On va se lancer dans une nouvelle vidéo décryptage. Hier je vous ai mis un petit sondage sur Instagram en story pour que vous choisissiez de quelle marque on va parler aujourd'hui, quelle marque on va analyser. Et il s'agit de la marque Make My Lemonade. Moi j'avoue que j'aborde un petit peu ce décryptage avec un petit peu de tendresse parce que Lisa Gachet, la fondatrice de Make My Lemonade, c'est une nana qui force l'inspiration. Son parcours est vraiment beau et inspirant, je trouve. Elle a commencé par ouvrir un blog, mais vraiment, je pense, parmi peut-être les premiers blogs français, je dirais. Et puis elle s'est surtout fait connaître, enfin moi en tout cas c'est à ce moment-là que je l'ai connue, en cousant ses propres vêtements et en proposant des patrons. Je pense vraiment qu'elle a eu l'influence suffisante pour, voilà, mettre plein de monde à la couture, donner l'envie aussi de créer ses propres vêtements et ce processus créatif de création du vêtement, il est pas anodin évidemment. Déjà voilà, parce qu'on se rend compte du temps qu'il faut pour fabriquer, mais aussi parce que on y accorde une valeur différente, pas seulement une valeur financière, mais aussi une valeur émotionnelle aux vêtements qu'on crée. Donc quelque part c'est hyper important. Donc voilà, elle s'est fait connaître comme ça au début, par ce blog, puis par cette activité de couture. Et puis il y a quelques années, elle a donc lancé sa marque, Make My Lemonade. D'ailleurs, parmi les tout premiers looks éthiques, je pense, de mon blog, je vous retrouverai une photo, je vous la mettrai là. J'avais fait un article pour vous parler de ce body que j'avais acheté chez Make My Lemonade, qui était de mémoire fabriqué au Portugal, et ça faisait partie à l'époque des rares marques qui se positionnaient en fait comme étant éthiques et éco-responsables et qui concrètement le faisait. Mais les années sont passées, évidemment. Je sais qu'il y a eu des changements au niveau de la gouvernance de l'entreprise, par exemple. Ça peut engendrer des changements sur les choix que va faire l'entreprise. Je voulais juste vous lire ça. C'est une petite phrase dans l'onglet à propos du site. J'ai trouvé ça tellement mignon. Je me suis dit que ça allait peut-être vous inspirer pour ce début de vidéo. Et puis même... je trouve ça mignon. Donc je vais vous le lire. L'histoire de Lisa, c'est celle d'une fille qui a un jour commandé une maison de poupées à Noël et qui a eu à la place une caisse à outils. Et son père de lui expliquer qu'ils allaient plutôt la créer ensemble, cette maison, pour qu'elle soit exactement comme elle en avait rêvé. Mais oui, c'est trop mignon. Mais bon, on va quand même faire ce décryptage de manière totalement honnête et impartiale, vu que, voilà, je n'ai pas d'action chez Make My Lemonade, je n'ai rien à prouver, mais c'est juste, je trouve que c'est toujours important, et je fais toujours attention de le faire en début de vidéo, de vous expliquer mes biais. Est-ce que j'ai une bonne impression ou une mauvaise impression en partant? Parce que, forcément, toujours, quand vous entendez quelqu'un vous parler de quelque chose, à moins que son discours se repose vraiment sur une méthode scientifique, donc il avance les faits méthodiquement en apportant les preuves, etc. Il y a souvent un petit biais qui traîne un petit peu quelque part. On y va, on plonge dedans, on va commencer comme d'habitude par le compte Instagram. Est-ce qu'on va trouver des petites choses dedans? Make My Lemonade. Donc il y a écrit que c'est créé à Paris, made in Europe. Donc voilà, dans la bio, il y a déjà une volonté d'afficher qu'on est sur une fabrication européenne. Dans les stories à la une, oulala, il y en a plein, punaise. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous intéresser? Chaque story à la une est un DIY pour fabriquer, donc là j'ai l'impression que c'est pour décorer un panier, pour faire des boucles d'oreilles, une petite housse peut-être d'ordinateur, bref, il y a tout un tas de DIY, donc ça reste, c'est marrant dans l'esprit de ce que faisait Lisa Gachet, de ce pourquoi finalement elle a été connue, pour ses DIY, pour cette création. Et en même temps ça reste dans ce que je crois être quelque chose d'important et qui peut faire changer les choses dans le fond, c'est-à-dire faire en sorte que les gens utilisent davantage leurs mains, donc peut-être quittent un petit peu les écrans pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus concret, qu'ils aient cette satisfaction de faire, qu'ils atteignent aussi cet état méditatif qu'on atteint quand on fait quelque chose avec ses mains, qu'on est concentré dessus. Et puis encore une fois, qu'on comprenne la valeur des objets, des choses qu'on crée, du temps que ça nous a pris et donc du temps que ça prend aux gens dont c'est le métier et donc il faut rémunérer justement pour ce temps-là. Sinon voilà, sur le compte Instagram, on retrouve bien cet univers coloré, peps dont je vous parlais. Ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué au fil des ans avec Make My Lemonade, c'est vraiment le choix de montrer une diversité
de corps, de couleur de peau. Il y a aussi une volonté de non-genrer les vêtements. Enfin bref, c'est vrai qu'au niveau des représentations, c'est... ils font quand même beaucoup d'efforts. Puis il y a quelque chose de très good vibes, de très coloré, bref, voilà ce qui ressort du fil Instagram, c'est vraiment l'identité de la marque Make My Lemonade. Allons voir un petit peu, du coup, ce qu'on va trouver sur le site. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici dans le menu? Donc les nouveautés, vêtements, sacs, last chance, donc ça va être, je suppose, des éléments soldés, et qui sont soldés à presque 50% parfois. Comme on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos décryptage, des soldes à 50% quand on pratique des prix justes tout au long de l'année, c'est pas possible. Pratiquer des prix justes, ça veut dire des prix justes par rapport aux consommateurs, puisqu'en fait, comment est-ce qu'on bâtit un coût? On va additionner tous les coûts de revient du vêtement, donc qu'est-ce que ça m'a coûté d'acheter le tissu, qu'est-ce que ça m'a coûté de le faire fabriquer, qu'est-ce que ça m'a coûté de faire ajouter ces boutons-là, qu'est-ce que ça m'a coûté de communiquer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça m'a coûté le loyer de la boutique, etc. Tout ça mis bout à bout, revenu sur un article. On se retrouve donc avec le coût de revient, et c'est à partir de celui-ci qu'on va fixer le prix final qu'on va afficher à la vente. Et la différence entre les deux, ça va être la marge que la marque va récupérer. Cette marge-là, elle va servir à plein de choses. Elle va servir à déjà potentiellement rémunérer les gens qui travaillent pour la marque, donc payer les salaires, mettre un petit peu d'argent de côté aussi pour réinvestir évidemment dans la marque, pour améliorer, la développer. Et donc ce prix final, il se bâtit finalement en fonction du coût de revient et de la marge. Ce que j'appelle moi un prix juste, c'est un prix final qui soit pas exagérément élevé pour ne pas obtenir une marge exagérément élevée. Il y a aussi l'histoire du positionnement marketing qui intervient là-dedans. Est-ce qu'on se positionne bas de gamme? Est-ce qu'on se positionne milieu de gamme? Ou est-ce qu'on se positionne haut de gamme? Ça va dépendre du public, des clients qu'on vise. Et en fait, en fonction de ça, forcément, il va falloir que le prix soit adapté pour que la clientèle se reconnaisse. On peut très bien se positionner haut de gamme, donc fixer des prix hauts sans avoir des coûts de revient immenses. C'est le cas, par exemple, de toutes les marques Maje, Sandro, Bash & Co, qui se positionnent haut de gamme, mais pour autant font fabriquer à l'autre bout du monde, en Asie, probablement dans les mêmes ateliers que les grandes marques de fast fashion qu'on connaît, Zara, H&M, Mango & Co, qui font pas non plus forcément le choix de matériaux, de tissus plus qualitatifs. Donc finalement on se retrouve avec à peu près les mêmes coûts de revient, sauf que le prix est plus haut parce qu'on s'est positionné haut de gamme, on va s'adresser à une clientèle qui a l'habitude de payer ses vêtements plus cher. Donc la marge va être plus conséquente. C'est un business model. Zara, H&M et compagnie, ils se sont pas positionnés là-dessus, ils se sont plutôt positionnés sur du milieu de gamme pour vendre en plus grosse quantité et que leur chiffre d'affaires du coup repose sur la quantité plutôt que cette optimisation de la marge, comme peuvent le faire les marques que je viens de citer, qui se positionnent en haut de gamme. Donc ce que j'appelle un prix juste, c'est ça. C'est que selon moi, quand on essaye de réfléchir à un modèle de la mode qui soit soutenable, juste et égalitaire pour tout le monde, finalement, les marques, elles arrivent à proposer des prix qui soient justes pour le consommateur aussi, c'est-à-dire que elles cherchent pas à s'enrichir, elles cherchent pas la croissance absolue, elles cherchent juste finalement à trouver un équilibre, et ça passe par un prix qui est pas ultra déconnant par rapport au coût de revient. Et donc c'est vrai qu'en général quand on fait ça, ça va faire 5 ans que je travaille avec des marques qui essayent de le faire, et on peut pas aller au-dessus de 15-20% de solde maximum. C'est pas possible d'aller au-dessus. Donc là, Make My Lemonade arrive à faire du 50% sur ses soldes. Je remarque aussi qu'il y a pas mal de produits qui sont soldés. Et ça veut juste dire que les prix qu'ils proposent à la base, ils sont un petit peu plus élevés que ce qu'ils pourraient faire si ils faisaient comme la moyenne des marques éthiques et éco-responsables, on va dire. Mais ça, encore une fois, c'est juste une histoire de positionnement. Si le client accepte de payer ce prix-là, parce que il considère que ce prix-là est juste pour lui, parce que c'est la valeur qu'il attribue au vêtement, parce que le vêtement c'est certes un bout de tissu, une coupe, etc., mais c'est aussi une griffe, c'est aussi une marque, la patte en fait finalement de Lisa Gachet qui est la directrice artistique de la marque. Le positionnement c'est juste l'histoire d'une rencontre entre une marque
et un client, quoi. Si ça match, c'est que le client, il est d'accord pour payer ce prix-là. Il y a un onglet DIY aussi, donc Do It Yourself et couture DIY. Donc là, je pense qu'elle continue, voilà, elle continue à vendre des patrons en format PDF. Ça, voilà, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais je trouve que fondamentalement, ça peut changer des choses. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir cette double identité, d'avoir on fabrique des vêtements, mais aussi on vous fournit les patrons pour que vous les fabriquiez vous-même. Je trouve ça très chouette. On va aller voir du coup à propos. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre histoire ? Donc voilà, ils expliquent que créer des vêtements, ok, mais pas à n'importe quel prix, qu'il faut pas le faire n'importe comment, et qu'ils s'attachent à faire de leur mieux. On va voir un petit peu comment ça se traduit, faire de son mieux, moi je suis d'accord avec elle, c'est le 4e accord Toltec, faire de son mieux. On ne demande pas, encore une fois, hein, c'est aussi l'un des principaux discours de ces vidéos décryptage, on ne demande pas aux marques d'être parfaites, mais simplement de le faire avec transparence. Là, elles expliquent aussi que pour les tailles, elles vont du 34 au 52, c'est ce que je vous disais. Donc il y a effectivement cette représentation des corps qui est visible sur les communications, sur le compte Instagram notamment, mais ça se traduit aussi dans les faits. Il y a une large gamme de tailles du 34 au 52. Et ça, Dieu sait qu'en mode éthique et responsable, c'est rare. C'est très rare, je le sais, je reçois nombre de vos messages qui me le disent, et écoutez, force est de constater qu'effectivement, il y a un manque cruel de cet élargissement des gammes, mais encore une fois, c'est une histoire de coût. J'en parlais justement avec les 2 créatrices de la marque Caméline, je vous remettrai si vous voulez la vidéo de leur interview dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller creuser ce sujet des grandes tailles dans la mode éthique, enfin le problème en fait, qu'est-ce que ça engendre, quels sont les problèmes, quels sont les enjeux. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais voilà, c'est le déluge, je vous le dis. Alors, notre responsabilité de marque, découvrez nos actions. Ah, on revient sur la même page. On tourne en rond. Et ben oui, on tourne en rond. Bon, et ben si les équipes de Make My Lemonade me lisent, il y a une petite boucle là. À mon avis, ils voulaient nous renvoyer vers l'onglet Nos engagements. Alors, nos actions, le Made in Europe. Tous nos vêtements sont fabriqués en Europe. Nos ateliers sont situés au Portugal, en Espagne, en Bulgarie, en Italie et à Paris. Ils expliquent qu'ils visitent régulièrement les lieux, hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de visiter les lieux quand c'est proche, quoique la Bulgarie, ça commence à faire loin. Des quantités limitées, donc voilà, ils expliquent que leurs pièces sont fabriquées en quantité limitée afin de minimiser la surproduction et les stocks inutiles. Ça c'est sûr que, évidemment, c'est un argument écologique, mais c'est aussi un argument économique. Le surstock, ça coûte cher. Et ils expliquent ensuite que pour certaines pièces, ils lancent aussi des précommandes. Ça, voilà, encore une fois, ça permet de ne pas faire de surproduction puisque tout ce qui est commandé est fabriqué. Le système de la précommande, c'est vraiment génial pour ça. Là, ils expliquent que plus de 60% de leur production est portugaise. Voilà, moi, il me semble en fait que toute leur production était portugaise au départ. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'est souvent comme ça que ça démarre. C'est quand on regarde Cézanne, quand on regarde Balzac aussi, leur production était au départ portugaise, voire même un petit peu française, et progressivement, hop, on s'éloigne un petit peu du centre de l'Europe, du centre, c'est-à-dire là où en fait finalement les salaires les plus élevés sont. On s'éloigne un petit peu pour rester en Europe quand même, puisque sinon on peut plus se prévaloir de cet argument de Made in Europe. Voilà, la Bulgarie par exemple, c'est le pays où le salaire minimum est le plus bas d'Europe. Je crois que c'est 300 € par mois, le salaire minimum. Au Portugal, on est autour de 800 €. En Roumanie, pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 450. En Pologne, on est autour de 600. Donc voilà, la Bulgarie, vraiment 300 €, c'est faible finalement. Et c'est bien pour ça que même si on peut toujours dire évidemment qu'on est en Europe,
c'est pas la même, enfin c'est pas les mêmes salaires quoi. On donne pas le même salaire à un ouvrier français qu'à un ouvrier portugais, qu'à un ouvrier bulgare. Je comprends en fait qu'on ait envie de profiter des coûts de revient plus faibles, hein. Encore une fois, vous vous rappelez, on fixe le prix final par rapport à nos coûts de revient, donc si on arrive à les diminuer, c'est-à-dire en travaillant avec des pays qui ont des salaires minimums plus faibles, et donc aussi hein, des niveaux de vie plus faibles, en général ça va de pair, on peut proposer des prix plus bas au final. Je trouve qu'il commence à y avoir un petit problème de raisonnement justement à partir du moment où le prix n'est pas juste, le prix final n'est pas juste, c'est-à-dire finalement qu'on profite des salaires bas de l'autre côté de l'Europe pour encore plus augmenter sa marge. Pour vous donner un exemple qui fait peut-être un peu plus sens, moi j'ai déjà vu par exemple des marques faire fabriquer en Inde et proposer des prix de luxe. Et ça pour moi c'est pas normal, parce qu'il n'y a pas du tout de redistribution des richesses à ce moment-là, puisque on est en train de profiter de pays, encore une fois, qui ont des niveaux de vie vraiment plus faibles, donc notre coût de revient, il se calcule avec des niveaux de vie indiens, et pour autant, la valeur, donc le prix final, il va revenir dans le pays qui est déjà riche. La marge, elle va rester dans le pays qui est déjà riche, même si, oui, certes, ça va faire en sorte que la marque survive et donc on va pouvoir continuer à travailler avec ce fournisseur sur le long terme, mais il n'y a quand même pas de redistribution qui se fait à ce moment-là. Normalement, avec le temps, il va y avoir un nivellement des richesses qui doit se faire, enfin ça paraît logique en fait. À force de travailler avec la Chine, à force de travailler avec les Indiens, normalement, s'ils ont des salaires justes, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a un impact positif économiquement sur eux, en leur fournissant du travail. Donc, dans un monde idéal, avec des salaires normaux, ils peuvent mettre de côté, ça veut dire faire des projets de leur côté, peut-être créer des entreprises, faire une émulation économique en fait au niveau local, et puis il y a un nivellement des richesses qui se fait à un moment donné. Ça va faire quoi? Ça va faire 30 ans qu'on travaille avec eux, et pour autant ils sont de plus en plus pauvres. C'est là qu'on voit que ça va pas. Mais sinon, là, je viens de faire quelques petites recherches sur la Bulgarie, notamment l'usine Pirintex, qui est apparemment l'une des plus grandes usines textiles d'Europe, donc certainement l'une des plus grandes usines bulgares. Les ouvriers sont rémunérés à peu près entre 320 et 350 euros. Donc voilà, le salaire minimum c'était à peu près 300 euros. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin du salaire minimum. Il y a notamment un ouvrier qui explique que c'est pas du tout assez pour se rémunérer. Ça c'est toujours la différence entre le salaire minimum et le salaire vital. Il y a des pays où c'est complètement décorrélé, et apparemment en Bulgarie, si tu gagnes 300 euros par mois, qui est le salaire minimum, il va falloir que tu trouves une autre activité à côté, que tu vendes du tabac, que tu vendes des fruits, bref, que tu fasses autre chose pour réussir à avoir assez d'argent en fait à la fin du mois pour pouvoir chauffer ta maison, payer l'électricité, mettre peut-être un petit peu d'argent de côté, mais c'est peut-être trop demandé, payer l'éducation de tes enfants, ce genre de choses. C'est ça le salaire vital, normalement, c'est ce qui permet de faire tout ça. Donc voilà, c'est le cas pour cette usine, Pirintex. Je ne sais pas du tout si c'est l'usine de Make My Lemonade, mais c'est aussi pour vous dire que voilà, quand on parle de Made in Europe, il y a des Europes à plusieurs vitesses, c'est évident. Alors, matières naturelles, nous privilégions au maximum l'utilisation des matières naturelles pour l'élaboration de nos collections. Upcycling, nous récupérons des tissus inutilisés provenant des stocks de maisons de couture pour créer de nouvelles pièces. Si nous choisissons d'utiliser une matière synthétique pour des raisons de style, comme le plissé de nos jupes ou nos boutons, ces matières seront créées à partir de fibres recyclées. Donc tout ça c'est des engagements que je salue, et vous le savez hein, si vous êtes des habitués des vidéos décryptage, mais on va voir évidemment en regardant dans les fiches produits si ça se concrétise. 100% de nos usines sont auditées régulièrement, et ce depuis 2015, date de notre création. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la fameuse usine Pirintex en Bulgarie, c'est notamment l'usine de Hugo Boss, et ils expliquent en fait dans l'article que c'est une usine qui est très régulièrement auditée, et tout va bien, enfin tous les signaux sont au vert. Donc c'est pas parce que tout va bien que, par exemple, au niveau des salaires, c'est suffisant, vous voyez. Ecotex et Ecovero, tiens, c'est étonnant de les mettre ensemble. Ces labels garantissent un contrôle de nos tissus à chaque étape de la fabrication de nos collections, justifiant ainsi l'absence de produits chimiques nocifs pour la santé ou pour l'environnement.
Alors Ecovero c'est pas un label, Ecovero c'est une marque déposée toujours par la fameuse marque autrichienne Lenzing. C'est une marque qu'on va retrouver sur de la viscose qui est passée dans les propres usines de Lenzing. Et vous l'avez vu, je vous ai fait toute une vidéo entière dédiée à la viscose que je vous mets aussi si vous voulez dans la barre d'infos pour vous expliquer un petit peu comment c'est fabriqué. Mais effectivement, Lenzing c'est un petit peu les maestros de la viscose. Et en fait le process Ecovero, il permet d'utiliser moins d'eau, d'utiliser des arbres aussi qui ont été issus de forêts gérées durablement. Donc finalement quand vous achetez une visqueuse Ecovero, bah voilà, vous avez l'assurance que elle a été fabriquée dans de bonnes conditions, que les solvants se sont pas répandus n'importe où, dans les sols, dans les eaux, tout a été bien traité, voire récupéré pour être utilisé à nouveau, qu'on n'a pas utilisé trop d'eau, qu'encore une fois ça va repartir dans les circuits, etc. Mais sinon, Ecovero, ça va pas venir certifier que le produit final est non toxique. Ça c'est vraiment spécifique à Ecotex. Parce que finalement vous pouvez récupérer votre viscose et puis ensuite lui faire une teinture, lui faire des traitements, un ennoblissement, qui va être fait avec des produits chimiques, polluants, etc. Donc Ecovero, ça présage pas de tout ça. Tissu labellisé Ecotex et Ecovero. Mais c'est marrant de les mettre ensemble, c'est marrant ça. Tous nos tissus sont Ecotex et Ecovert. Ah, Ecovert. Attendez, est-ce qu'il voulait dire Ecovert? Est-ce que ça veut dire quelque chose, Ecovert? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, Ecovert, c'est la lessive, c'est les produits ménagers. Non, ils ont dû oublier le O. Ok, donc tous nos tissus sont Ecotex et Ecovero. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça, vraiment, je comprends pas, là, par contre. Là, je vois pas du tout ce qu'ils veulent dire. Déjà, j'aurais apprécié tous nos tissus sont Ecotex ou Ecovero. Du coton, ça peut pas être labellisé Ecovero, par exemple. Là, je vois pas du tout ce qu'ils veulent dire. Ce sont des labels qui certifient que le tissu a été contrôlé à chaque étape du traitement. Mais c'est faux, hein. C'est complètement faux. Alors, ce paragraphe est faux. Ecotex, ça ne certifie que le produit fini. Donc, voilà, le produit que vous allez acheter en magasin, c'est ça qu'Ecotex va venir certifier, c'est-à-dire ce produit, est-ce qu'il est toxique? Donc il n'y a pas du tout de contrôle à chaque étape du traitement, matière première, fil, teinture, c'est vraiment le produit fini, est-ce qu'il est toxique? Ça se passe comme ça. Alors le choix des matières. Nous privilégions les matières naturelles car elles sont plus respectueuses de l'environnement. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Illustration par des pourcentages plus évolution. On est tombé, à mon avis, sur la version non officielle, sur la version brouillon. Il y a... Bon, écoutez, on doit être les premiers, en fait, à avoir mis le nez sur la page engagement de Make My Lemonade. Ça va pas du tout, ça, les gars. Vous êtes censés regarder aussi, normalement. Bon, bref. En tout cas, voilà, on attend encore les illustrations avec les pourcentages d'évolution pour, je suppose, pour qu'on puisse voir à travers le temps à quel point ils augmentent l'utilisation de matières naturelles, à savoir aussi que les matières naturelles ne sont pas forcément plus respectueuses de l'environnement. Vous commencez à le savoir, le coton conventionnel, ce n'est pas du tout une matière écologique. Pas du tout, il y a besoin de beaucoup de pesticides, de beaucoup d'eau pour le cultiver. Le cuir, c'est une matière naturelle d'origine animale, pareil, il y a besoin d'énormément de traitements dessus. Enfin, voilà, qui dit matière naturelle ne dit pas forcément matière plus respectueuse de l'environnement. Bon, il n'y a pas masse de détails sur tout ça, on sait pas où sont fabriqués les tissus, il y a absolument rien là-dessus. C'est vrai qu'on nous explique que la confection, et donc là on nous donne tous les pays en précisant que 60% de la production est faite au Portugal, mais quid du coup de tout ce qui vient en amont de la confection, ça on sait pas. Il y a du coup quelques précisions sur les matières, mais bon, pas grand chose non plus. Un truc aussi qu'il est important de souligner, puisque là il n'en est pas fait mention dans les pages à propos, c'est qu'en 2018, Dan Arwas, qui est le cofondateur de la marque de mode Bash, que vous connaissez sûrement, a investi des parts dans Make My Lemonade. Donc c'est pas la marque Bash qui a investi dans Make My Lemonade, c'est vraiment le cofondateur, Dan Arwas, de Bash, qui, à force avec les années, je pense,
récupérer un petit pécule personnel, qui a décidé d'investir en tant que business angel dans la marque Make My Lemonade parce que bah il croit au concept, il croit en la marque, il croit qu'elle peut aller loin, il croit évidemment, hein, puisqu'on est là dans un rapport d'investissement, que elle va ramener de l'argent. Je pense que c'est important à savoir parce qu'à partir du moment donc il y a des actionnaires qui rentrent en tant qu'investisseurs, pas forcément en tant que fervent défenseur de la mode, de l'environnement, enfin voilà, des investisseurs, donc qui arrivent avec des notions vraiment pécuniaires, stratégiques, etc. Forcément, ça change quelque chose dans la stratégie de l'entreprise, même si évidemment Dan Arwas ne va pas changer l'identité de la marque, il peut arriver voilà avec une vision stratégique. Bon, il arrive avec les sous hein, aussi évidemment. Je sais que c'est ce qui a aidé à ouvrir la boutique à Paris il y a quelques années, mais c'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui la production est partie un petit peu plus loin en Europe, ça, je ne sais pas, c'est vraiment une conjoncture, je n'ai pas étudié à quel moment la production s'est barrée en Bulgarie, je ne sais pas. Mais voilà, à partir du moment où il y a un investisseur dans le capital, ça peut changer un petit peu pas les valeurs, puisque l'investisseur est venu pour ces valeurs-là, mais un petit peu la vision, la stratégie, faire en sorte en tout cas que ce soit plus rentable de toute manière, et que la marque soit en croissance. Et je sais aussi, ça peut en déranger certains, voilà, le fait que lui, sa fortune personnelle finalement, elle s'est bâtie via un modèle de la mode qui n'est pas juste ni égalitaire. Les valeurs de base, ça n'a jamais été non plus l'éthique, l'éco-responsabilité, etc. Donc finalement, voilà, lui, sa fortune personnelle, il l'a faite là-dessus, et cette fortune, il choisit de la réinjecter chez Make My Lemonade. Je sais, pour en avoir discuté avec certaines personnes, que bah du coup, ça les refroidit, parce que elles se disent, bah oui, d'accord, Make My Lemonade, elle réussit autant, mais finalement, elle est soutenue par Bash, quoi, quelque part, de manière indirecte. Je sais pas, ça se réfléchit. Après, même Dan Arwas, personnellement, il peut aussi avoir suivi un cheminement personnel différent. Je veux dire, les œillères, au bout d'un moment, elles peuvent s'ouvrir aussi, chez tout le monde. Et il peut, lui aussi, avoir pris conscience des dérives sociales et environnementales de Bash. Donc, ça fera peut-être l'objet d'un prochain décryptage. Bash, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et il peut se dire aujourd'hui, bon moi je vais soutenir des marques qui font les choses mieux. On sait pas, hein, on n'est pas dans la tête de Dan. Y a-t-il, en fait la question de philo, mais vous pouvez évidemment utiliser les commentaires hein, pour disserter, c'est y a-t-il de l'argent sale pour soutenir les bonnes causes, hein, finalement. Vous avez 2 heures. Voilà, je pensais que c'était important de le préciser, plus pour le côté, faut faire attention à ce que ça devient, que Make My Lemonade puisse garder ses valeurs éthiques et responsables qui étaient là depuis le départ, plutôt que le fait, voilà, que ça vienne du cofondateur de Bash. Encore une fois, c'est soumis à débat, hein. Je vous laisse les commentaires. Allons voir les fiches produits. Bon, on va commencer par le début, hein, par le top Vadim Memphis. Donc on voit bien là qui va du 34 au 52. Voilà, donc on est sur là une visqueuse Ecovero et Ecotex. Donc là vous voyez, là c'est bien Ecovero et Ecotex, parce que la visqueuse est Ecovero et ils ont fait le choix de la certifier Ecotex pour vérifier que le produit final ne contient pas de produits toxiques pour la santé. Fabriqué en Bulgarie donc. Ah, mais là où je ne suis pas contente, et ça on en a déjà parlé, regardez-moi ça là, cette espèce de petit logo feuille matière naturelle. La visqueuse, ce n'est pas une matière naturelle, hein, on ne nous la fait plus à nous. On tolérerait matière écologique, puisque c'est vrai que la visqueuse Ecovero, c'est une visqueuse qui est plus propre, mais ce n'est pas une matière naturelle. Le t-shirt Ricky Damier, lui, il est fabriqué au Portugal, et il est en 76% coton, 19% viscose, 5% polyester. Alors là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur du coton bio, qu'on n'est pas sur de la viscose Ecovero, et qu'on n'est pas sur du polyester recyclé. C'est dommage si c'est le cas, parce que c'est pas précisé. Mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est déjà, sur un mélange de matières. Vous savez que les mélanges de matières, ça ne se recycle pas aujourd'hui. Mais parfois, c'est intéressant d'avoir des mélanges de matières, notamment quand on parle de vêtements de sport, par exemple. C'est intéressant souvent d'avoir de l'élastane ou d'avoir une matière synthétique à l'intérieur pour ce côté un peu stretch, pour être confortable. Moi, je renie pas le fait qu'il faut être bien dans ses vêtements. Donc, ou même, voilà, si vous portez des jeans slim, c'est bien d'avoir un petit peu d'élastane aussi dedans pour se sentir
partir bien dedans. Mais là sur un t-shirt, moi personnellement, je trouve ça un peu dommage. La chemise Romeo, 100% viscose Ecovero et Ecotex, fabriquée en Roumanie. Il me semble pas qu'il y avait écrit Roumanie dans la page Nos engagements où il détaille les pays de fabrication. Je me trompe? Le top Destiny Petite Fleur. Alors, c'est du 100% coton, fabriqué en Roumanie. Bon, encore une fois, donc on n'est pas sur du coton qui est certifié. Le top Cindy Léopard, viscose FSC et Ecotex. C'est marrant qu'ils aient différents types de viscose. Donc là, cette fois-ci, la viscose, elle n'est pas labellisée Ecovero, elle est labellisée FSC. Ça veut dire que le bois, donc je vous ai dit, hein, il y a besoin de bois pour faire de la viscose, et ben il est issu de forêts gérées durablement. Le t-shirt Thaïs, on est sur du fabrication Portugal. 50% coton, 50% modal. Alors le modal c'est une fibre artificielle, donc encore une fois cette petit logo là, matière naturelle, ça n'a rien à faire là. Ok, alors on va aller voir maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les jupes et pantalons. Le pantalon Aria par exemple. Il est fabriqué au Portugal. Et c'est un mélange de matières recyclées Ecovero et Ecotex. Donc 67% polyester recyclé, 29% viscose Ecovero, 4% élastane. Donc encore une fois, voilà, on est sur un mélange de matières, donc ça sera pas recyclable. Il y a une grosse proportion de polyester recyclé, ça peut être intéressant, même si le polyester recyclé a ses limites. Je vous mettrai un article que j'avais fait sur le sujet dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller creuser. Le pantalon Dylan, il est fabriqué au Portugal lui aussi. On est sur du 99% coton bio, 1% élastane. Mais là, vous voyez pourquoi pas l'élastane, parce que c'est un pantalon qui est déjà plus près du corps, donc pourquoi pas. Et puis 1% d'élastane, c'est pas non plus énorme. En revanche, là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a marqué mélange de matières recyclées, Ecovero et Ecotex. Or, il n'y a pas de matière recyclée. Il n'y a pas de viscose Ecovero. Je pense qu'il y a une petite erreur là aussi. La jupe Vivi Psyché, là qui a l'air, en tout cas sur cette photo, qui a l'air assez élastique. Donc là on va peut-être retrouver de l'élastane dedans. Elle a été fabriquée en Roumanie. 80% viscose, 10% polyester, 5% élastane. Encore une fois, on retrouve la magnifique feuille matière naturelle alors qu'il y a 0 matière naturelle dans cette composition. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on est ni sur de la viscose certifiée, ni sur du polyester recyclé, ni sur de l'élastane recyclé. On va aller voir la maille. Le pull Viviano, fabriqué en Bulgarie, 100% coton bio. Ça c'est chouette. Bon, ça c'est bien. On ne sait pas en revanche, il n'y a pas de mention du label pour certifier le coton. Le cardigan Anna, fabriqué en Bulgarie toujours, 60% coton bio, 30% polyamide biodégradable, 10% laine. Alors j'avoue que le polyamide biodégradable, c'est un concept dont je n'ai jamais entendu parler, et ils ne disent rien de plus à ce sujet. Je vais taper rapidement polyamide biodégradable dans Google pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Donc apparemment, il y aurait un polyamide biodégradable qui s'appelle Amni, A-M-N-I, donc pareil, hein, c'est une marque déposée. Donc ce serait peut-être ça, mais c'est dommage de pas nous en informer, parce que moi personnellement j'en avais jamais entendu parler, donc ça doit être assez rare. En tout cas, sachez que le polyamide, de base, ce n'est pas du tout une matière biodégradable. La brassière Esme, fabriquée au Portugal, un mélange de polyamide et d'élastane. 95% polyamide, 5% élastane. Donc là, c'est dommage de pas avoir utilisé le polyamide biodégradable cette fois-ci, par exemple. J'avoue, je comprends pas trop les choix qui sont faits. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de cohérence. Au niveau des sacs, par exemple, le sac Gina, c'est du 100% cuir. C'est un atelier certifié par le label Leather Working Group. Il est fabriqué au Maroc.
Alors, le Maroc, c'est un pays au savoir-faire du cuir, c'est indéniable. Vraiment, ils ont un savoir-faire qui est là depuis très 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 longtemps. En revanche, Leather Working Group, ce n'est pas un label. C'est un organisme, on peut dire, qui est fabriqué, maintenu, organisé par des membres de l'industrie du cuir. Donc, on en avait déjà parlé dans un précédent décryptage, mais quand l'industrie essaye de se réguler elle-même, alors certes c'est une bonne chose parce que si l'État ne fait rien à un moment donné, il faut bien que l'industrie prise de conscience, prise de morale tout d'un coup, elle essaye de se réguler, mais voilà, hein, une industrie qui se régule elle-même, ça laisse aussi passer certainement des failles quand ça les arrange. Donc voilà, c'est pas un label, c'est un organisme, et donc je pense que ce que ça veut dire, c'est que c'est un atelier qui est reconnu par le Leather Working Group, voilà, que potentiellement même audité par cet organisme-là. On ne sait rien sur les traitements que ce cuir reçoit, en revanche, alors que c'est le plus gros problème. Bon, bien-être animal évidemment mis de côté, hein, ça c'est déjà pour ou contre, enfin je veux dire il y a déjà deux écoles qui se scindent à ce moment-là, mais à partir du moment où on va décider d'utiliser du cuir, il y a une énorme question impact environnemental qui se pose, c'est quels sont les traitements qui sont faits et où est-ce que c'est fait. Parce que certes, peut-être que l'atelier de confection est au Maroc, mais les peaux, elles n'ont pas forcément été traitées là-bas, elles sont bien souvent traitées en Asie avec des produits qu'on n'a même pas le droit d'utiliser en Europe, tellement ils sont toxiques, et tellement ça peut représenter des dangers pour les personnes qui les utilisent, mais aussi si les procédés de fabrication sont pas suffisamment encadrés et que donc les produits pourraient éventuellement se retrouver dans la nature, dans les sols, dans les eaux. Bon ok, je pense qu'on a fait le tour. Je vous avoue être un petit peu déçue par ce que je découvre au niveau du choix des matières. Il y a des sujets qui mériteraient d'être creusés, notamment ce polyamide biodégradable, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, moi j'aimerais vraiment bien pouvoir lire là-dessus, pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça plutôt qu'autre chose, enfin c'est hyper intéressant. Donc voilà, au niveau des matières, vraiment pas fou. Au niveau de la fabrication, effectivement, il y avait toujours précisé le pays de la confection, en revanche ça n'allait jamais plus loin, c'est-à-dire on a le niveau de la confection, l'étape de confection, systématiquement, donc on sait où c'est fabriqué, mais on ne connaît pas les différentes étapes de la chaîne de production en amont. Encore une fois, là, tout ce que je dis là, c'est des axes d'amélioration, je suis pas en train de fouetter Make My Lemonade parce que tout n'est pas parfait, c'est juste, on l'a vu déjà chez d'autres marques, et même chez des toutes petites marques, vraiment, des toutes petites marques, parfois avec une créatrice qui fait tout. Qui s'arrange avec ses fournisseurs, qui fait ses patrons, ses dessins, son site internet, qui gère les ventes, qui fait les paquets, tout. Et parfois, le niveau de détail et d'information qu'on a, nous, consommateurs, à propos de la matière, ça va jusqu'à d'où vient le coton. Donc voilà, c'est pas forcément une histoire d'être une petite marque ou pas, c'est une histoire de choix qu'on fait. Mais encore une fois, on peut pas être parfait là maintenant tout de suite, c'est juste, voilà, moi j'aimerais bien, dans le futur, que les marques nous donnent davantage d'informations sur le tissu. Donc c'est fabriqué en Europe, ok, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, on insiste quand même pas mal sur ce Made in Europe, alors que comme on l'a vu, il y a vraiment une Europe à deux vitesses qui est utilisée là, donc le Portugal d'un côté et la Bulgarie de l'autre côté. Ça n'enlève pas évidemment la jolie histoire de cette marque, ça n'enlève pas tout ce côté DIY, moi, que je trouve hyper intéressant et qui, encore une fois, je pense, change les codes, peut changer les lignes, en fait, le fait que les gens fassent eux-mêmes, je pense vraiment que ça peut faire changer les choses. Voilà, c'en est fini de cette vidéo décryptage, j'espère que, comme d'habitude, vous aurez appris des petits trucs, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez aussi des vêtements Make My Lemonade, c'est toujours intéressant, en fait, de lire vos retours sur les marques qu'on décrypte, parce que la durabilité du vêtement, notamment, ça fait partie en fait de l'empreinte globale du vêtement. Donc si, par exemple, la dernière vidéo décryptage c'était sur Petit Bateau, vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me dire que les vêtements Petit Bateau traversaient les générations et que c'était incroyable, que franchement, rien que pour ça, c'est assez extraordinaire, quoi. On est loin de la fast fashion, et même si, du coup, on n'est pas sur une démarche parfaite, je trouve que c'est déjà énorme, quoi. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à dire sur les vêtements Make My Lemonade, sur leur durabilité,
N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à répondre à la question de philo du jour aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.